My generation was politicized by the hippies, and punk was a reaction against the fact that the people who'd caused the Vietnam War were still running the world. Londres, 1976. L'Angleterre est à genoux, le chômage explose, l'économie s'effondre, les grèves paralysent le pays. Les poubelles débordent dans les rues, la classe ouvrière crève de faim, et pendant que la reine boit du thé dans son palais, la jeunesse britannique regarde autour d'elle. Et elle voit quoi ? Aucun futur, aucune opportunité. Leurs parents les ont trahis, le système les a abandonnés. Le rêve britannique, il est mort. Les années 60 avaient promis la révolution, peace and love, les hippies, Woodstock, tout va changer, mais rien n'a changé. Les fleurs se sont fanées, les idéaux se sont vendus, les hippies sont devenus des banquiers. La jeunesse de 1976 n'en peut plus de cette hypocrisie. Ils ne veulent pas méditer, ils ne veulent pas de guitare acoustique et de chansons d'amour, ils veulent hurler, casser et détruire. Musicalement, ça mijote déjà. New York, début des années 70, les Ramones jouent 3 accords à toute vitesse, les Stooges d'Iggy Pop font un bruit infernal, même pas de technique, pas de virtuosité, juste de la rage brute. Le message est clair, vous n'avez pas besoin d'être musicien pour faire de la musique, vous n'avez besoin de rien, juste de colère. Cette énergie traverse l'Atlantique et explose à Londres. Dans les squats, dans les clubs minables, dans les rues pourries de Kings Road et Camden. Les jeunes se regroupent, ils créent un nouveau langage, musical, visuel et aussi politique. Ils rejettent tout ce qui existait avant. Visuellement, c'est radical. Ils déchirent leurs vêtements, ils les attachent avec des épingles à nourrice, ils se percent le visage, ils se teignent les cheveux, tout ça dans des couleurs agressives. Ils portent des swastikas, pas par idéologie, mais pour choquer leurs parents. Le look punk, c'est pas une mode. Ça va être une armure, une déclaration de guerre contre la société. Les concerts deviennent des zones de guerre, le pogo remplace la danse, on se jette les uns sur les autres, on crache sur les groupes crachent sur le public. C'est violent, dangereux, mais à la fois libérateur. La philosophie, c'est le do it yourself. Fais-le toi-même, pas de professeur, pas de règles, pas de permission. Tu veux un groupe ? Bah t'as qu'à en monter un, tu prends une guitare et tu vas jouer. Tu veux des fringues ? Et bah tu déchires tes vieux jeans et tu en crées d'autres. En décembre 1976, les Sex Pistols passent à la télé nationale sur Thomas Today. Ils insultent le présentateur en direct, ils disent fuck à l'antenne. Le lendemain, c'est le scandale national. Les journaux hurlent, les politiciens condamnent, les parents sont horrifiés. C'est parfait, c'est exactement les faits recherchés. You've got another 5 seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. The other rocker, Abel, and I'm saying nothing else about him, will be back tomorrow. I'll be seeing you soon. I hope I'm not seeing you again. From me, though. Good night. Le punk, c'est pas là pour plaire. Il est là pour détruire les conventions, cracher sur la bienséance, terrifier l'establishment. Et visuellement, qui habille tout ça ? Qui crée l'uniforme de la rébellion ? Plus les grandes maisons de couture, non, pas les créateurs établis. Une ancienne institutrice de 35 ans qui tient une boutique bizarre sur Kings Road avec son compagnon provocateur. Son nom, tu le connais déjà, tu as entendu parler et tu l'as déjà vu partout. Son nom, c'est Vivienne Westwood. Le 8 avril 1941, en pleine guerre mondiale, Vivienne Swire naît dans le Derbyshire, nord de l'Angleterre. Cette classe ouvrière, vraiment ouvrière, papa cordonnier, maman à l'usine de coton, 0 privilège. La petite Vivienne, elle coud ses propres fringues. Elle le fait pas par passion du vêtement, non, mais c'est vraiment une nécessité pour elle. Sa mère lui apprend parce que c'est moins cher que d'acheter, mais elle adore ça. Elle modifie tout. Elle refuse de porter ce que les autres gamins portent. 17 ans, la famille monte à Londres. C'est un choc culturel total. Elle s'inscrit en école de mode et devine quoi ? Elle abandonne après 1 trimestre. Trop académique, trop ennuyant, trop conventionnel. Les premiers actes de rébellion. Elle devient institutrice, se marie à 21 ans avec Derek Westwood, un ouvrier. Vie tranquille, maison, bébé, sur le papier c'est parfait, mais dans sa tête c'est un enfer. Elle divorce en 1965, mère célibataire, prof la journée, créatrice de bijoux le week-end dans les marchés, et là boum, elle rencontre Malcolm McLaren.
Malcolm McLaren, étudiant en art, provocateur, agiteur, il lui fait découvrir les situations, le rock'n'roll, l'idée que la culture peut être une arme. Vivienne a 24 ans, une gosse, un ex-mari, un boulot de prof. Elle devrait être sage, mais non. Avec Malcolm, elle a un deuxième fils et décide que la mode sera son terrain de bataille. En 1971, ils ouvrent une petite boutique au 430 Kings Road, Let It Rock. Style Teddy Boys, années 50, blouson de motard, c'est cool mais c'est pas assez radical. En 1974, ça va être le changement total. La boutique devient sexe. Oui oui, sexe, en grosses lettres roses. Londres est choqué, à l'intérieur latex, chaîne, épingle à nourrice, t-shirt porno, tenue SM détournée en streetwear. Les gens hallucinent, les bourgeois traversent la rue pour éviter la boutique, la police débarque régulièrement et Vivienne adore ça. Elle se fait poursuivre en justice en 1975 pour un t-shirt avec 2 cow-boys nus. Au lieu de s'excuser, elle en fait plus. Pour elle, si ça choque, c'est que ça marche. Mais attention, et c'est crucial, Vivienne n'est pas justement une provocatrice. Derrière le scandale, elle étudie l'histoire du costume, 18e siècle, technique de coupe britannique, drapé italien. Elle veut maîtriser le métier avant de le détruire. Malcolm devient un manager des Sex Pistols, Vivienne les habille, t-shirt déchiré, épingle à nourrice, partout, pantalon, bandage avec sangle et zip. Le groupe explose, Vivienne devient la créatrice du mouvement punk. En 1976, la boutique devient Seditionaries, Cloth for Heroes. Le message est clair, ces vêtements sont pour les rebelles, les révolutionnaires, ceux qui refusent le système. Elle crée le t-shirt anarchie, le pantalon bondage devenu culte, des blousons couverts de slogans politiques. Chaque pièce va être un manifeste. Sa volonté, utiliser la mode comme une arme politique. Pas pour vendre du rêve, mais pour réveiller les gens, pour déranger, pour forcer la société à regarder dans un miroir cassé. Vivienne et Malcolm sont un duo explosif. Lui apporte la théorie, le sens du spectacle. Elle apporte le talent technique, l'audace créative. Ils inventent ensemble un nouveau langage visuel. En 1981, dernière transformation, la boutique devient World's End, avec une horloge qui tourne à l'envers sur la façade. Symbole parfait que Vivienne refuse d'avancer normalement. Elle crée son propre temps. Mais sa volonté dépasse la provocation. Elle croit que porter un vêtement peut aussi transmettre des idées, aussi puissantes qu'un livre ou un discours. Elle mélange tout, high et low, références historiques et futurisme punk. Elle habille les hommes en femmes, détruit les codes de genre, dynamite les classes sociales. Ce qui fait sa force, c'est qu'elle n'a peur de personne, ni de l'establishment, ni des critiques, ni de la pauvreté. Elle préfère être détestée pour ce qu'elle est que aimée pour ce qu'elle n'est pas. Son obsession, c'est la liberté, liberté sexuelle, d'expression, de pensée. Ses vêtements sont conçus pour libérer, pas pour contraindre, mais ils sont techniquement contraignants. Le corset, les sangles, la structure rigide, cette période forge la légende de 1971 à 1983. Vivienne n'est plus une créatrice de mode, elle est un terrorisme culturel et elle assume totalement. Dans les années 80, Vivienne a 40 ans, le punk est mort, les Sex Pistols se sont séparés, elle pourrait s'arrêter là, devenir une note de bas de page de l'histoire. Mais non, en 1981, collection pirate. Première vraie collection haute couture. Elle garde l'esprit punk, mais ajoute une sophistication technique incroyable. Tricorne, fesses de pirate revisitées, drapé complexe, la presse de mode qui l'ignorait commence à regarder. Vivienne se sépare de Malcolm en 1983. Rupture professionnelle et personnelle. Beaucoup pensent qu'elle va couler. Elle fait l'inverse. Elle explose. 1985, collection Mini Crini. Elle ressuscite la crinoline du 19e siècle, mais la rend mini, portable, moderne. C'est absurde et génial. Les critiques hurlent, les créateurs adorent. Elle prouve qu'elle comprend l'histoire de la mode mieux que quiconque. Sa méthode, piller le passé pour créer le futur. Elle étudie encore une fois le 18e siècle français, les corsets victoriens, le tartan écossais, la peinture de la Renaissance, puis elle casse tout et déconstruit. En 1987, c'est la collection Harris Tweed. Elle prend le tissu le plus britannique traditionnel conservateur,
le tweed, et le transforme en vêtement punk aristocratique. C'est du génie absolu. En 1990, c'est un tournant majeur. Elle crée le corset qui deviendra sa signature. Pas le corset gentil de lingerie, le corset structure architecturé qui transforme le corps en sculpture. Naomi Campbell tombe sur le podium avec des chaussures plateforme de 25 cm. L'incident fait le tour du monde. Vivienne devient globale. Ce corset, c'est son obsession. Elle dit « Les femmes ont besoin de structurer pour être libres ». Paradoxe total, mais elle a raison. Ces corsets donnent une posture, une présence, une puissance. En 1992, elle épouse Andreas Korntaler. Son ancien étudiant autrichien de 25 ans, il devient son bras droit créatif. Leur collaboration est fusionnelle. Andreas comprend sa vision et l'amplifie. Vivienne enchaîne les collections cultes. Anglomania, obsédée par le style anglais. Gold Label, sa ligne la plus luxueuse. Red Label, plus accessible. Elle construit un empire tout en gardant son esprit rebelle. En 1996, elle reçoit l'OBE, Order of the British Empire. Ironie totale, la punk la plus détestée de la monarchie reçoit une médaille de la monarchie. Et le pire, c'est qu'elle y va, mais sans culotte sous sa jupe. Et elle tourne sur elle-même devant les photographes pour qu'on la voie. Même en recevant les honneurs, elle provoque encore. Cette création devient des pièces de musée. Le corset en satin, le tailleur tartan asymétrique, les chaussures plateforme Rocking Horse, la robe drapée Taga, le sac Orbe avec le logo Planète Couronne. Chaque pièce raconte une histoire. Elle habille les stars, Madonna dans le corset doré, Dita Von Teese pour son mariage, Sex and the City utilise ses créations, Lady Gaga, Pharrell, tous veulent du Westwood. Son logo, l'orbe, devient iconique, un orbe royal avec un anneau de Saturne, symbole de son obsession, mélanger la tradition et le futur, la monarchie et la rébellion. Mais Vivienne ne fait pas que créer des vêtements, elle devient militante écologique. Hardcore, année 2000, elle crie sur tous les toits que la fast fashion détruit la planète. Elle dit « achetez moins, choisissez bien, faites durer ». Elle manifeste contre le changement climatique. À 70 ans, elle déroule en vélo dans Londres. À 75 ans, elle arrive en tank devant la maison de David Cameron pour protester contre le fracking. Elle transforme ses défilés en manifestations politiques. Ses collections deviennent des commentaires sur l'état du monde. Collection sur la crise financière, collection sur les réfugiés, collection sur le capitalisme sauvage. Chaque défilé est un manifeste et elle influence toute une génération de créateurs. John Galliano, Alexander McQueen, Martin Margiela, tous citent Vivienne comme une influence majeure. Sans elle, la mode serait qu'un concept des années 90. Techniquement, elle innove constamment. Elle réinvente le drapé, la structure asymétrique. Ses vêtements sont complexes à construire. Les couturières disent que ses patrons sont trop casse-tête, mais en même temps géniaux. Elle ouvre des boutiques partout. New York, Tokyo, Paris, Milan, Hong Kong. Londres reste le temple, mais la marque devient mondiale. Revenu annuel, plusieurs centaines de millions d'euros. Vivienne forme une génération, elle crée une école de pensée. La mode doit avoir du sens, porter des idées, défier les conventions, pas juste être jolie ou vendable. Elle écrit des manifestes, donne des conférences, milite sans arrêt. À 70 ans, elle a plus d'énergie que des créateurs de 30 ans. Son message sera toujours « Je ne veux pas être cool, je veux être utile ». Ces dernières années, elle radicalise son discours écologique. Elle dit ouvertement que sa propre industrie est toxique, qu'il faut arrêter de surconsommer, qu'elle préfère que les gens n'achètent pas ses vêtements plutôt que d'acheter stupidement. Elle crée des capsules durables, utilise des matériaux recyclés, limite les productions. Elle devient l'opposé de la fast fashion, son ennemi juré. Well, the world has lost another revolutionary, Dame Vivienne Westwood. Vivienne Westwood, impératrice du punk et doyenne de la mode britannique, s'est éteinte à 81 ans. En décembre 2022, Vivienne Westwood meurt à 81 ans. Paisiblement entourée de sa famille, le monde de la mode pleure. Les hommages pleuvent, mais la vraie question arrive maintenant. Qui va pouvoir la remplacer ? Voilà la vérité que personne ne veut dire. Depuis la mort de Vivienne, la marque Westwood perd de son âme. Et ce n'est pas nouveau, ça a commencé avant sa mort. La question brutale, pourquoi Vivienne Westwood n'est plus aussi respectée qu'avant ?
La première raison, la désillusion commerciale. Vivienne était punk, anti-système, anti-consumériste. Son message c'était « achetez moins ». Mais sa marque aujourd'hui, elle vend des t-shirts à logo à 250 €, des baskets basiques à 400 €, des accessoires partout. C'est devenu exactement ce qu'elle détestait. Une marque de luxe accessible qui pousse à la consommation. Des boutiques ressemblent à celles de n'importe quelle marque de luxe, propre, lisse, bourgeoise, standard, fini, le chaos créatif. Bonjour le retail classique. La deuxième raison, c'est le problème punk. Le punk est mort, vraiment mort. Les jeunes de 2025 ne savent même pas qui sont les Sex Pistols. Ils ne comprennent même pas les épingles à nourrice, c'est le DIY, la rébellion des années 70. Pour eux, c'est du vintage Instagram. C'est même pas une révolution. Westwood aujourd'hui vendent la nostalgie, mais la nostalgie sans contexte, c'est juste du costume. Les nouvelles générations achètent le logo, pas l'idée. Ils portent l'orbe comme ils portent un swoosh Nike. C'est cool, c'est trendy, mais il n'y a aucune conscience politique derrière. Le punk, c'était subversif parce qu'il attaque le système. Aujourd'hui, porter du Westwood, c'est montrer qu'on a les moyens d'acheter du Westwood. Et encore, les 3/4 sont du fake. C'est devenu un marqueur de classe sociale, l'inverse exact de ce que Vivienne voulait. Dans les années 80-90, Vivienne était unique, personne ne faisait ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, des dizaines de marques font du punk plus, du vintage réinventé, de l'écolo chic. Gucci sous Alessandro Miele a volé une partie de son ADN. Balenciaga sous Demna a fait de la provocation mainstream. Margiela continue l'héritage conceptuel. Même Zara copie le tartan et les corsets Westwood. La marque n'innove plus. Elle recycle ses propres archives, collection après les collections, tout devient de plus en plus lisse. On revoit les mêmes codes, tartan, orbe, corset, plateforme. C'est devenu prévisible, alors que Vivienne détestait la prévisibilité. Vivienne, c'était la marque. Sa personnalité explosive, ses provocations, son militantisme, c'était ça qui donnait du sens aux vêtements. Sans elle, la marque est orpheline. Andreas Kandaler, son mari, dirige la création depuis des années. Il est talentueux, il comprend la vision de Vivienne, mais il n'a pas sa force politique, son charisme, sa rage. Les défilés sont jolis, mais ils sont trop sages, beaucoup trop lisses. Les nouveaux directeurs créatifs et business essaient de perpétuer l'héritage, mais perpétuer, c'est conserver, pas révolutionner. Vivienne révolutionnait constamment, eux, ils conservent. Cinquième raison, la contradiction écologique. Vivienne criait sur l'écologie, elle manifestait contre la fast fashion, mais sa marque reste une marque de luxe qui produit chaque saison, qui fait des défilés coûteux, qui utilise des matériaux pas toujours durables. Certes, elle fait des efforts, collection durable, matériaux recyclés, mais c'est marginal. La majorité de la production reste conventionnelle. Les militants écolos hardcore disent parle écologie mais reste dans le système. La jeunesse activiste d'aujourd'hui trouve ça hypocrite. Ils veulent de la cohérence radicale, pas des demi-mesures. Vivienne était radicale, sa marque ne l'est plus. Les fans hardcore de Westwood ont 40-60 ans aujourd'hui, et ce sont eux qui ont vécu le punk, qui ont connu Vivienne vivante. Les jeunes de 20 ans, ils connaissent vaguement. La marque n'arrive pas à capturer la Gen Z et à la capter. Trop cher pour être accessible, trop vintage pour être moderne, trop britannique pour être global. Ils préfèrent Pali, des Vosges, Jacquemus, des marques qui parlent leur langage. Et puis enfin, Vivienne était dangereuse, ses défilés choquaient, ses déclarations faisaient polémique, ses vêtements dérangeaient. Aujourd'hui, Westwood est gentil, acceptable, les mamans bourgeoises achètent des sacs Orbs à leurs filles. Plus personne n'a peur de Westwood, plus personne ne se sent provoqué. C'est devenu du patrimoine, pas de la révolution, et le patrimoine par définition, c'est la mort. Le punk n'était plus fait pour durer. Il était fait pour exploser, s'exploser et disparaître. Westwood a duré 50 ans, et c'est déjà un miracle. Mais maintenant, ça ressemble à un cadavre embaumé qu'on promène dans les défilés. Et parlons franchement, Andreas, en directeur créatif, il aime Vivienne, il respecte son héritage, mais il n'a pas sa vision révolutionnaire. Ses collections sont techniquement impressionnantes, mais politiquement ultra molles. La marque appartient aujourd'hui partiellement à des investisseurs et ils veulent du retour sur investissement, pas des manifestes politiques, pas des défilés qui critiquent le capitalisme. Ils veulent vendre des sacs et des parfums. Il faut que tout soit lisse. Le comité créatif essaye de garder l'esprit Westwood, mais il marche sur des œufs. Comment rester rebelle quand des actionnaires attendent des profits ? C'est carrément impossible. Les jeunes designers dans l'équipe ont du talent, mais ils sont formatés par les écoles de mode moderne. Ils savent faire des vêtements jolis, mais pas des vêtements qui changent le monde. La vraie question, c'est peut-on encore perpétuer l'héritage d'une rebelle ? Alors voilà, on a la vérité. Vivienne Westwood était un génie, un monstre créatif, une révolutionnaire culturelle. Mais sa marque aujourd'hui, c'est une coquille vide qui vend de la nostalgie. Westwood aujourd'hui est respecté, mais comme un musée. Les gens admirent, ils ont plus peur, ils ne sont plus inspirés,
Ils achètent un sac avec le logo et passent à autre chose. Les directeurs actuels font de leur mieux, mais ils gèrent une légende morte par un mouvement vivant. La question finale, c'est qu'est-ce que Vivienne aurait voulu ? Probablement que sa marque meurt avec elle, qu'elle reste une explosion dans l'histoire, mais pas une marque de luxe éternelle. Mais bon, le business c'est le business, et même les rebelles finissent en t-shirt à 250 €. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si vous porteriez encore du Vestfood aujourd'hui. Et si oui, pourquoi ? Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. On revient dans 2 semaines, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.